Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Numéro spécial aujourd'hui puisque nous vous proposons une rétrospective de l'année 2016 des grands dossiers qui ont interpellé la laïcité. De grands enjeux internationaux comme la radicalisation, la montée de l'extrême droite et du populisme en Europe ou encore la migration. Oui, et au niveau belge, Catherine, 3 grandes demandes: sortir l'IVG du code pénal, développer le cours de philosophie et citoyenneté et inscrire la laïcité dans la Constitution. Oui, d'ailleurs, Vinciane, pourquoi inscrire la laïcité dans la Constitution? Eh bien, c'est la question que nous avons posée à Guy Archer et Jean Leclerc. D'abord, pour moi, la laïcité, c'est un principe. Vraiment, au sens premier étymologique du terme, c'est un princeps, c'est quelque chose qui doit être premier et à partir duquel on va pouvoir faire découler des notions de neutralité, des notions d'impartialité. Bien, ça c'est une première chose. Deuxièmement, l'idée de préambule est assez intéressante. Et je crois d'ailleurs que pour revenir à la question du lien avec ces questions de radicalisation, mot que je n'aime pas beaucoup, déradicalisation, mot que je n'aime pas du tout, je pense qu'il faut avoir une vision plus universelle des choses et surtout une vision plus apaisée et faire le travail sur la laïcité dans la Constitution de façon positive et de façon constructive. Bien. Alors, à cet égard-là, je pense que l'idée du préambule est assez intéressante. Bon. Alors, il y a d'ailleurs eu des propositions qui ont été faites sur le plan politique de la chose. Alors, ça pose quand même des questions. D'abord, sur le plan comparatif, il y a des constitutions qui ont des préambules et d'autres n'en ont pas. Il y a un préambule dans la constitution de la 4e et de la 5e République en France. Il y a un préambule en Allemagne. Il y a un préambule aussi en Tunisie. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'en réalité, dans le préambule, c'est l'occasion de faire un travail de reprise de l'ensemble des principes, des valeurs qui sont à l'intérieur d'un texte constitutionnel. Donc en soi, c'est une bonne chose. Ici, il y a quand même une spécificité, c'est que l'écriture du préambule, elle va être écrite après la Constitution. Donc c'est peut-être un moyen de la relire et à cet égard-là, je crois que ce serait intéressant d'avoir un travail le plus global, le plus collectif, où il y ait à la fois de la cohésion et de l'adhésion dans le travail de rédaction de ce préambule. Et puis alors, il y aura quelque chose qui sera évidemment intéressant à observer, c'est que est-ce que l'on va pouvoir donner à ce préambule une dimension normative, ou bien est-ce que ce sera un texte uniquement symbolique? Alors là, on peut faire l'hypothèse que les constitutionnalistes de ce pays vont faire un travail de réflexion autour de la nature du préambule. Mais pour moi, c'est une idée assez intéressante, mais je dis aussi qu'il y a quelques articles de notre Constitution qui mériteraient un rafraîchissement pour faire en sorte que notre démocratie soit pleinement accordée à l'évolution de la société, au fait que nous sommes dans le XXIe siècle et que nous avons fait aussi des choix sur la séparation du théologique et du politique pour dire oui, essentiellement, qu'il y a une primauté du prescrit civil sur le prescrit religieux. C'est fondamental. Quelque chose, parce que à partir de ce qu'Édouard Delruel a dit, de ce que vous venez de dire, concernant le rapport entre le préambule à une constitution et la constitution elle-même. La constitution française de 1958 reprend le préambule qui était déjà dans la Constitution de 1946. Et ce préambule, donc, qui est une question de valeur, comme vous l'avez dit, que les philosophes aiment bien, ce préambule se réfère lui-même à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est une façon de réaffirmer ça après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et on a considéré pendant très longtemps que c'était purement symbolique, c'est-à-dire c'était une référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui datait d'il y a 200 ans. Et puis, petit à petit, la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel en France, a considéré qu'il y avait un bloc de constitutionnalité et que le préambule et la référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, eh bien, ça constituait des normes et il a commencé à annuler des lois ou des parties de lois parce qu'elles étaient, selon lui, pas conformes à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc il y a aussi une dynamique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un préambule, effectivement, qui a une valeur symbolique au départ et qui affirme des valeurs, et il se peut que dans la dynamique constitutionnelle et de la Cour constitutionnelle, il acquiert une valeur normative, ce qui peut être très bien, mais ce qui peut ne pas être très bien si on a rédigé ce préambule de façon très vague et très large, en ne pensant pas du tout qu'à un certain moment, il pourrait acquérir une valeur normative.
faire ce livre parce qu'il me semblait que la migration, pour y avoir déjà travaillé un moment avant l'écriture du livre, est une sorte d'impensé politique. On gère toujours ce dossier relativement à reculons. Il suffit de voir à quel point, pendant tout un temps, la migration était dans les compétences des ministres de la Justice ou de l'Intérieur. Et je crois que voilà, il y a un refoulé politique parce qu'on ne veut pas prendre la migration pour ce qu'elle est, c'est-à-dire comme un mouvement qui nous constitue. On la prend avant tout comme un phénomène un peu désagréable qu'il faut gérer, dont il faut gérer les conséquences. On a coutume de différencier les gentils réfugiés politiques et de les distinguer des méchants migrants économiques profiteurs. C'est difficile comme distinction. D'abord, elle est utilisée par le discours ambiant, ce qui permet de classer les migrants. Il permet de dire, notamment à la population, rassurez-vous, on va aider les réfugiés et pas les migrants économiques. Ça sert à dire en creux, rassurez-vous, ils ne seront pas tellement nombreux. Mais c'est une distinction qui peut être interrogée. D'une part, on ne migre pas pour un seul type de raison. On migre pour différents types de raisons qui s'amalgament. Quand on fait une distinction entre réfugiés et migrants économiques, c'est notre catégorisation des choses qui jouent, ce n'est pas leur motif, premièrement. Deuxièmement, moralement, je trouve qu'un jour cette distinction sera difficile à tenir puisque on parle de gens qui ont de bonnes raisons selon leur propre conception de vie de migrer. Au nom de quoi, moralement, est-il tellement plus noble de quitter un pays parce qu'on est persécuté politiquement ou parce que la guerre y fait rage, que de quitter un pays parce que, tout démocratique soit-il éventuellement, je n'ai aucune perspective de vie et à part me laisser mourir à une vie médiocre, je n'ai rien à y faire. Moi, je ne suis pas sûr que moralement, il soit tellement plus juste de dire oui au premier et non au deuxième, parce que la deuxième cause me semble, elle aussi, fortement digne d'intérêt. My name is Wahid. I'm from Afghanistan, and the situation was bad in Afghanistan. We left our countries and we came to Europe to stay here because we want our life to be safe. In this state, we are new here. We just came 5 days ago to Kalas. Yeah, it is better than Afghanistan. Our life is safe here. We know that. I have 2 or 3 months. I live here. We come. And you want to go to England? You want? Yes, I want to go to England. And do you ever try to go to there? Yes, we try every day. And why to go to England? The society of England is same to same Pakistani. We learn, we understand English, no another language. There is a possibility and no another thing. There is no possibility, no home, no work. Quand on regarde le long de la clôture le long de la rocade, on a un grillage de 4 mètres, surmonté de barbelés lames de rasoir. On a une deuxième clôture derrière. Entre les deux, on a des détecteurs de présence et il y a des projecteurs qui éclairent non pas la route, mais qui éclairent les abords de la route pour le cas où des migrants essaieraient de s'approcher. Quelquefois, ça fait quand même penser à des zones de guerre, oui, c'est vrai. Face à la crise de la migration de 2016, les gouvernements européens ont pris position. La montée de l'extrême droite et du populisme ne sont plus des illusions, mais des réalités tangibles et dangereuses. Nous sommes allés prendre le pouls du populisme d'un Viktor Orban à Budapest à la veille de son référendum d'octobre dernier. Il ne cesse d'ailleurs de défier l'Europe. Un peu partout en Hongrie fleurissent ces affiches. Toutes invitent les Hongrois à s'élever contre la politique européenne d'accueil des réfugiés. Une politique qui impose à la Hongrie d'ouvrir ses portes à peine un petit millier de migrants. Et pour galvaniser ses troupes, rien de mieux qu'un référendum emballé dans une campagne de communication qui aura coûté près de 50 millions d'euros. A magyar kormány egy totális gyűlöletkampányban
fogva fogott, és gátlástalanul uszít a menekülőkkel szemben, és hát erre nem sajnálja a közpénzt. Egyébként a legújabb hírek szerint csak erre a kampányra több mint 10 milliárd forintot vertek el, miközben a kórházakban már csak egy kis mackósajtot adnak, vacsorára nincsenek steril műszerek, az iskolákban botrányos viszonyok vannak, tehát lenne helye ennek a pénznek, ráadásul nagyrészt baráti cégeik intézik ezeket az ügyeket, tehát irgalmatlan hasznot húztak ebből az egészből, de ami ennél szerintem sokkal súlyosabb, hogy a szolidaritás elvét teljesen áthágva, és hát a magyar társadalom egyes részéből legalábbis a legrosszabb indulatokat hozzák ki. Jogilag a kérdés tökéletesen értelmetlen és értelmezhetetlen, a népszavazásnak jogi következménye önmagában nincsen, mindez annak a politikai manipulációnak a része, amelynek során az Orbán Viktor vezette Fidesz mint távolabb próbálja vinni Magyarországot az Európai Uniótól, és ez az Európai Unió elleni föllépésnek egy eszköze, ez a népszavazás, a menekült válságra hivatkozva, de hát abszolút hazugságokon alapul. There's a risk. Sooner or later all these populist leaders run out of enemies. And it's very dangerous when someone starts to seek for enemies. En à peine 2 législatures, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, fin stratège, a su prendre le contrôle total des médias publics et de la Banque nationale, tout en se taillant une loi électorale sur mesure et en phagocytant les institutions démocratiques. There's no real option for Hungary for the next 10 or 15 years, but rather to stick with Orbán. They created a climate where there is no real opposition party that could govern the country. So even if Orbán fall, even if he falls for any reason, there's no option for Hungary at the moment but him or chaos. Pour beaucoup de Hongrois, Orbán représente la figure du parrain qui règne sur tout le pays. C'est pour cette raison qu'il nous met en garde aujourd'hui sur un possible effet tache d'huile sur l'ensemble de l'Europe. Azt gondolom, hogy itt is érdemes látni azt, hogy nem csak Magyarországnak és nem csak ennek a kelet-európai térségnek vannak belpolitikai típusú problémái. Azok az országok, amikor magországokról beszélünk, akár Németország, Franciaország, Benelux államok, Olaszország, itt ezekben az országban az is közös, hogy van egy erősödő, populista, jellemzően jobboldali kihívó, a Nemzeti Front, az AfD, az 5 csillag mozgalom, hogy a legnagyobbakat említsük. Nyilván, és ráadásul ezekben az országokban vagy választás közeledik, elnökválasztás, parlamenti választás. Tehát itt tulajdonképpen, amikor kétsebességes Európáról, illetve a magországoknak egy ilyen szélesebb együttműködéséről van szó, az sem tisztán európai szempont, hanem annak is van ebből a szempontból belpolitikai vonatkozása, ami egy ilyen mainstream politikai elit, vagy establishment versus anti-establishment pártoknak a belső küzdelme. Autre pays européen où les droits humains ont été menacés cette année, la Pologne. La Pologne qui a voulu littéralement interdire l'accès à l'avortement. À force de mobilisation et de manifestations dans les rues, les Polonais ont réussi à faire plier leur gouvernement et l'interdiction n'a pas été votée, en tout cas pas pour l'instant. Chez nous, pas de menace directe sur le droit à l'avortement, mais il faut rester vigilant. L'interruption volontaire de grossesse se trouve en effet toujours dans le code pénal et les associations laïques militent depuis des mois pour la faire sortir du code pénal et l'intégrer dans une loi de santé publique. Des propositions de loi en ce sens ont d'ailleurs été déposées. Elles émanent du PS, d'Ecolo Groen et de Défi. Retour sur le débat que nous avions consacré à ce sujet en septembre. Les 3 invités nous expliquent pourquoi il est important de sortir l'avortement du code pénal. Dans les années 70, la revendication de la dépénalisation totale est portée par les mouvements féministes évidemment, mais également par la laïcité, puisque la laïcité prône l'émancipation des individus et donc également des femmes, l'autodétermination. Et donc ce qu'on demandait à l'époque, c'était que les femmes puissent décider seules de poursuivre ou non une grossesse. Et ce combat a été mené jusqu'en 90 pour obtenir finalement cette loi de dépénalisation partielle. Donc le CAL a vraiment joué un rôle majeur à l'époque en mettant autour de la table différents acteurs politiques
politiques, mais également des personnes du monde associatif, du monde chrétien progressiste aussi, pour essayer de porter cette loi qui, comme vous le savez, a été votée dans des circonstances particulièrement exceptionnelles. Mais cette loi, qui s'est mis en impossibilité de régner, qui a refusé de la signer. Donc tous les ministres ont dû signer cette loi. Donc c'était quand même un cas unique dans l'histoire institutionnelle du pays. Et puis cette loi, au fond, elle est restée dans le code pénal en mettant des conditions à ce qu'on appelle l'avortement consenti. Et donc c'est ça que l'on rediscute aujourd'hui, parce que finalement, le fait que ça reste inscrit comme un délit, ça démontre que l'avortement n'est pas un acte médical en tant que tel, et ça reste un délit, mais que l'on peut outrepasser suivant certaines conditions. Oui, on ne parle même pas de délit excusé, j'ai vu en termes juridiques. Mais c'est vrai que Nathan Radley, que dit vraiment en fait cet article 350 qui parle donc de l'avortement, où on dit effectivement que celui qui, par aliment, breuvage, médicament ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera condamné à un emprisonnement de 3 mois, à 1 an ou à une amende. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement, le fait que ce soit toujours dans le code pénal? Concrètement, à l'heure actuelle, ce qu'il est important de souligner, c'est qu'effectivement, l'avortement se trouve dans le code pénal, en son titre 7, chapitre 1er. Ce titre 7 sanctionne donc les crimes et les délits contre l'ordre des familles et la moralité publique. On se rend bien compte déjà de l'impact que ça peut avoir sur le corps médical, mais surtout sur la femme. Alors les conséquences du fait que l'avortement est à l'heure actuelle toujours sanctionné pénalement, mais excusé pour autant qu'on respecte certaines conditions, la première conséquence, elle est psychologique et elle est de culpabilité aussi bien dans le chef de l'équipe médicale qui va poser l'acte que dans le chef de la femme qui va avoir à avorter. Mais surtout, il y a un risque de poursuite qui existe toujours à l'heure actuelle vis-à-vis du médecin et de son équipe médicale, mais également vis-à-vis de la femme. Mais ce qui m'inquiétait, ce n'était pas du tout le fait qu'il apprenne la religion, c'était le fait qu'il s'éloignait de plus en plus de ses amis d'enfance, auxquels il ne répondait même plus. Il avait décidé d'arrêter le sport, alors qu'il faisait du basket depuis des années et des années, parce qu'il me disait, maman, au lieu de faire du basket, divertissement, c'est mieux d'apprendre la religion. Et puis de toute façon, on met des shorts, et c'est pas bien les shorts, c'est haram, c'est illicite. Il commençait à me dire que la démocratie, c'était pas bien, qu'on vivait dans un pays d'impies et de tentations, qu'il ne fallait pas voter. Si on votait, c'était comme si on associait quelqu'un à Dieu, parce que tout est mis dans la charia, la loi islamique. Et c'était la première fois que j'entendais ce type de discours-là. Et donc autour de moi, j'ai décidé d'en parler à des gens pieux, des islamologues, un imam, et même à des gens que je connais plus religieux que moi. Et je leur ai dit, je m'inquiète pour mon fils. J'ai vraiment la sensation qu'il va lui arriver quelque chose de grave. Et ils me répondaient, mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Il fait juste la religion comme on devrait tous la faire. Il suit la religion à la lettre. Je disais, mais moi je ne veux pas. Je ne veux pas qu'à cause de la religion, mon fils ne puisse pas vivre. Et si Dieu nous a mis sur terre, c'est parce qu'on a une mission. Si Dieu nous voulait tous auprès de lui, pourquoi est-ce qu'il nous a mis sur terre? Et là, la phrase qui tue, c'était, qu'est-ce que tu préfères, qu'il soit délinquant? Ça a été la douche froide. C'est à ce moment-là que j'ai compris. C'était vraiment la dernière pièce du puzzle qui manquait pour que je puisse comprendre finalement que mon fils était parti en Syrie. Et donc je réveille mon mari en catastrophe. Et je lui dis, écoute, réveille-toi, réveille-toi. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, Sabri n'est pas là. Il me dit, il est parti à un mariage. Je dis, non. Je dis, Sabri est parti en Syrie. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, non, Sabri est parti en Syrie. En fait, c'était comme quand vous êtes au casino, que vous mettez des petites pièces et à chaque fois, il vous manque le dernier dessin pour enfin avoir les 4 pour comprendre. Ben, ce jour-là, la petite pièce, c'était la question qu'il m'avait posée la veille. Son lit vide. Et le fait qu'il avait voulu voir ses grands-parents encore une fois alors qu'il venait de les voir.
depuis cette rentrée, on va dire 2015, donc les parents avaient l'occasion de demander la dispense. Ceux qui avaient demandé la dispense ont eu ce qu'on a appelé le cours de rien dans les médias, donc qui était l'EPA, donc l'encadrement pédagogique alternatif. Et à partir de la rentrée 2016, on a donc ce fameux cours de philosophie et citoyenneté qui va être mis en place, en tout cas dans le primaire. Il faudra attendre un an de plus pour le secondaire. Ce cours, pourquoi est-ce que, pour vous, Marc-Antoine Gavray, donc, qui est philosophe, pourquoi est-ce que ce cours vous semble indispensable? Je crois que pour vous répondre, je vais partir d'un constat ou d'une comparaison avec ce qui se passe dans les pays voisins, dans nos voisins européens. La philosophie est enseignée à tout le monde et ça ne pose aucun problème. Dans notre pays, on n'a pas cette tradition et quand on parle de philosophie, au mieux on a peur, au pire on brandit les boucliers, on a un peu peur de cette discipline parce qu'elle est inconnue, on ne sait pas ce que c'est. Et pourtant la philosophie a sans doute quelque chose à apporter et devrait faire partie de la formation de base pour rencontrer les missions de l'école, les missions d'enseignement. La philosophie, c'est en effet une discipline avec ses exigences, ses propriétés, ses objets, sa tradition, et une discipline dont l'intention est peut-être de développer l'esprit critique chez les personnes qui s'y livrent. Or, si on compare ce qui se fait dans les autres cours, tout aussi indispensable qu'il soit, aucun ne développe cet esprit critique qu'on attend pourtant de nos jeunes qui deviendront les citoyens de demain. Donc l'enseignement de la philosophie, à ce titre-là, me paraît indispensable pour former ceux qui, demain, nous dirigeront à tous égards. Donc pour le contenu, il semble que y a quand même une certaine unanimité sur le fait que c'est une bonne idée et qu'il y a des choses intéressantes qui seront faites dans ce cours. Au niveau de l'organisation, par contre, on peut quand même pointer quelques problèmes, en tout cas quelques inquiétudes. La première, c'est effectivement ce système de 1 heure plus 1 heure. Donc on le voyait dans la séquence. On a donc 1 heure obligatoire de philosophie et citoyenneté, puis 1 heure au choix. Pour vous, en tant que parent, Véronique de Thiers, le fait que ce ne soit pas 2 heures, parce que c'est ce que vous demandiez au départ. Vous avez fait le recours pour avoir les 2 heures, en tout cas pour ne plus devoir faire ce choix qu'on vous demandait. Donc pour nous, il y a une grosse frustration. Hein. On va rester avec ce formulaire, on va rester avec l'idée de devoir identifier, et l'idée, en tout cas pendant 1 heure, où les enfants seront à nouveau séparés en fonction de leurs convictions, ou à nouveau, c'est les parents qui font ce choix pour leurs enfants. Je tiens à préciser que la Convention des droits de l'enfant prévoit la liberté religieuse aussi. Hein. Donc je pense que pour moi, ça reste problématique. Parce que c'est vrai que dans ce cas-là, c'est souvent les parents qui choisissent pour l'enfant. Et puis surtout, je veux dire, quand je vois l'ambition qu'on veut mettre dans ce cours, tout ce qu'on voudrait y mettre, 1 heure, c'est beaucoup trop peu. Je veux dire, l'ambition minimum, ce serait d'avoir ces 2 heures pour tous les enfants. Et puis, pour répondre aux obligations légales, on pourrait très bien proposer les cours de morale religion de manière facultative. Le CEGEC a proposé d'organiser des cours le samedi matin en parascolaire. Très bonne idée. Des cours en parascolaire, voilà, très bonne idée. Rebondissons, organisons 2 heures pour tout le monde et organisons les cours en parascolaire. Pourquoi pas? Moi, je suis preneuse en tout cas. C'est vrai qu'au niveau des profs aussi, on peut se dire que 1 heure plus 1 heure, ça laisse peu de temps à l'approfondissement. Et puis c'est vrai que certains auront pris 2 heures, mais en tout cas, l'obligatoire, ce n'est qu'1 heure. Pour vous, ça vous semble compliqué de faire tout ce qui est présent dans le référentiel en 1 seule heure? Oui, je pense que c'est vraiment très compliqué. Notamment parce que la philosophie, ce qui la caractérise peut-être par rapport à d'autres disciplines, en tout cas par rapport à un climat ambiant, c'est que c'est une discipline qui impose de prendre le temps. Un problème, ça prend du temps. Et on ne cherche pas la solution tant qu'on n'a pas compris le problème. Et ça peut prendre des heures. Et comment est-ce que vous emballez ça en 50 minutes, 45 si on compte les périodes d'intercours? C'est très compliqué d'un point de vue organisationnel. Donc, on va se retrouver dans des situations où on va à peine approfondir ou à peine toucher le problème qu'il faudra déjà le laisser tomber, éventuellement le reprendre la semaine suivante. Mais on peut imaginer qu'on aura perdu une bonne partie du raisonnement qui y a mené. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Et puis, d'autre part, comme n'importe quelle discipline, la philosophie et la citoyenneté ont des exigences. Au mieux, en 1 heure, vous faites de l'information. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est de la formation. On veut développer à l'esprit critique. Et en 1 heure, vous ne formez rien. La réflexion, l'esprit critique, c'est un peu court. Exactement. Donc, à ce niveau-là, c'est également
très problématique. Le cours de philosophie et citoyenneté a donc été lancé en septembre 2016 dans le primaire et l'année 2017 sera clairement celle du premier bilan et celle aussi du lancement du cours dans le secondaire. 2017 sera également l'année de la mise en œuvre du pacte pour un enseignement d'excellence dans lequel le monde de l'école mise beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et une excellente année 2017 à tous. Placés sous le signe de la laïcité. À très bientôt.